Brestois, la fin août arrive, les tours de terrain ont été faits, ça y est, retour de la Ligue 1 Plus pour Brest qui se déroulera sur la pelouse du Mans et retour de la Ligue 1 Plus pour Brestonner sur les antennes, sur YouTube, sur Spotify, partout. Vous nous avez suivis tout l'été, merci beaucoup. Vous nous suivrez toute cette saison, on l'espère. Et pour cette reprise, plaisir de retrouver Fanch qui ne me quitte plus cet été. C'est vrai, salut Yann. C'est vrai qu'on a formé un beau binôme tous les 2 cet été et je suis ravi de te retrouver pour, parler de Ligue 1. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas vu de match officiel du Stade brestois et ça fait naturellement, bah, beaucoup de bien de reparler de sportif après avoir, beaucoup parlé de mercato ces dernières semaines. Et on salue également Quentin qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. On sait que c'est un exercice qu'il aime beaucoup, la preview annuelle de la Ligue 1. Je l'ai dit, cette saison, elle va démarrer au Mans, mais finalement, on va assez peu parler du match du Mans. On va vraiment faire un balayage, d'une part de ce qu'on attend, ensuite des raisons qu'on peut avoir d'être optimiste, ensuite des raisons d'être plus pessimiste. On va pas se mentir, il y en a peut-être un peu plus et surtout, on va terminer avec le classique, nos petites prédictions. Là, on vous distille les meilleures merguez bien travaillées pendant tout l'été. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de réécouter celle de l'an dernier. Il y a des choses surprenantes, hein, des gens qui ont prédit, je crois, un doublé de Paul Pogba contre nous. Il y en a d'autres qui se sont révélés, véridiques. Donc on est moyen, quoi. On est Stade Brestois. Absolument, c'est vraiment toujours la dernière partie là des prédictions qui, te font un peu passer pour un idiot, 8 mois plus tard, mais c'est pas grave, on va se plier au jeu et on sera certainement, dans le vrai pour certaines choses, pour d'autres un petit peu moins. Et on va commencer. Fanch, c'est quoi tes attentes pour la saison de Ligue 1 à venir? Je pense qu'un doublé coupe championnat serait raisonnable. Non, je rigole et que ce que j'attends d'être surpris parce qu'effectivement on en reparlera tout à l'heure, il y a pas mal de raisons d'être un peu pessimiste cette année et avant de commencer le championnat et j'ai envie d'être surpris. J'ai envie de voir une équipe qui change un petit peu de ce qu'on a pu voir sur les, allez, 6 derniers mois de compétition l'année dernière. Une équipe qui va aller un peu de l'avant, voir des schémas différents, voir aussi des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes. J'ai envie un peu de fraîcheur. J'ai envie de fraîcheur avec le Stade brestois. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, concrètement d'un point de vue sportif et est-ce qu'on va réussir à performer ou pas. Mais j'ai envie de voir des idées dans le jeu, de voir des joueurs que je ne connais pas, s'émanciper. J'ai envie de voir également certains qui étaient là l'année dernière, qu'on a vu parfois un peu trop peu, gagner en temps de jeu, gagner en consistance, atteindre le niveau Ligue 1. Je pense peut-être à Pathé Mboup devant. On a vu que Axel Camblin avait fait une bonne fin de préparation. Je pense évidemment, naturellement, à Raphaël Le Guen, s'il est toujours là dans 15 jours. Ce sont des joueurs, des jeunes qui méritent, je pense, d'avoir un peu leur chance et qui doivent nous en montrer aussi, montrer un petit peu ce qu'ils en ont sous le capot. Le Stade brestois nous a parlé au début de l'été, d'un nouveau projet axé sur la formation. C'est aussi peut-être les prémices de ce projet-là que j'aimerais voir en œuvre, sur le terrain. Et sur un plan comptable, est-ce que tu as un objectif de classement, le maintien, au-dessus, peu Alors importe? à partir du moment où tu es en Ligue 1 depuis, si je dis pas de bêtises, c'est la 8e rentrée en Ligue 1 du Stade brestois consécutive. Le maintien, c'est naturellement l'objectif qui est affiché par le club et il y a beaucoup de raisons de ne parler que du maintien, que des raisons à la fois sportives, économiques. Néanmoins, si on veut être encore un petit peu ambitieux, si on regarde les dernières saisons, on finit 3e, 8e et 12e si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien qu'on soit pas en dessous de la 12e place, qu'on reste dans cette alors, Quentin aime à parler de la colonne de gauche. J'ai un petit peu de mal à imaginer un Brest dans les 9 premiers cette année, mais entre 9e, allez, je vais être un peu plus large, entre 9e et 14e. 14e, voilà, ce serait déjà pour moi une saison très correcte quand on connaît un petit peu les problèmes inhérents à la construction de cet effectif cet été. Oui et bah, justement, je crois que la majeure partie des auditeurs semble aller en ce sens, puisqu'on vous a interrogé un peu sur Twitter en demandant, votre meilleur buteur, votre meilleur passeur et surtout votre classement et personne n'a mis au-dessus de la 13e place, il me semble et surtout une grande majorité des personnes ont mis entre la 15e et la 18e. Preuve qu'on est quand même pas sur l'intersaison, le plus positif possible. Beaucoup de gens, en tout cas avec qui j'ai parlé, font un peu le même constat que moi, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on veut aller et finalement, c'est ça ma grande attente sur cette saison, c'est qu'au bout de 5, 6, 7 mois, on ait une idée précise de ce qu'on veut faire en Ligue 1, de comment on veut le faire, avec quels joueurs, quelle méthode de jeu, quelle est l'échéance à long terme. Est-ce que le but, c'est vraiment juste de dire: «Bon, bah, on se maintient jusqu'à ce qu'on descende»? Quel cas, c'est vraiment pas très excitant et je serais assez déçu que ce soit le cas. Effectivement, le seul début de cap pointé, tu l'as évoqué, c'est la formation et les jeunes et c'est pour cette raison que je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien que cette saison se termine avec un joueur qui se révèle.
Comme la saison dernière finalement, Le Guen, il a joué les 4-5 derniers matchs, on a fini la saison en disant: «Ah, c'est notre super espoir, il est en train de percer, il montre qu'il est au niveau Ligue 1». Bah, j'aimerais bien qu'on en ait un deuxième cette saison. Je fais pas de pronostic parce que je les connais pas assez et qu'il faut voir un peu en condition Ligue 1. Mais voilà, ce sont mes 2 principales attentes. Tu préférerais bon, peut-être, avoir un contenu intéressant et voir des jeunes qui montrent des choses, mais descendre plutôt que simplement, terminer 15e en échappant au pire sans montrer grand chose, quitte à redescendre l'année qui suit, c'est ça? Bah, c'est un peu ça. Je pense qu'on peut pas continuer ad vitam aeternam avec ce modèle-là à se maintenir. Donc, je préfère qu'on descende en ayant engagé quelque chose de concret, plutôt que survivre et finir par descendre et n'avoir aucun plan derrière. Maintenant, le scénario idéal, c'est évidemment de se maintenir et de commencer à montrer des choses. Il y a quand même quelques petites raisons de se dire qu'on peut le faire, qu'on peut se maintenir, qu'on peut faire une bonne saison, qu'on peut commencer à dégager un cap et voilà, on arrive un peu sur les quelques raisons d'être optimiste pour cette saison. Est-ce que tu veux commencer de ton côté? Je sais que d'habitude, c'est plutôt toi le pessimiste de la bande, mais Non, mais je suis d'accord, il y a toujours des raisons d'être optimiste et puis, en fait, déjà, je peux prendre, le parti de dire que maintenant, le Stade Brestois est un club identifié Ligue 1. Alors évidemment, on a bien vu des équipes descendre après, 10, 20, 30, 40 ans même en Ligue 1. Je pense à Bordeaux, je pense à Sochaux ou même simplement des équipes qui semblaient installées et qui semblaient impossible à revoir en Ligue 2 si rapidement. Par exemple, le Stade de Reims. Je sais que Quentin le prenait souvent comme exemple, par le passé en parlant d'une équipe de Ligue 1 identifiée avec, des joueurs de qualité, un centre de formation qui fonctionnait et finalement le Stade de Reims est descendu donc on est à l'abri de rien. Mais le Stade brestois maintenant cette expérience de la Ligue 1, quand on regarde l'effectif, il y a quand même des joueurs qui sont, à chaque ligne. Je mets le poste de gardien, de côté, mais qui sont à chaque ligne des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont vécu, qui ont été dans des équipes qui ont dû, accrocher un maintien, on va dire. C'est des joueurs qui savent faire. Egil Selvik dans les buts, lui, ne connaît pas la Ligue 1. Pour autant, voilà, c'est un joueur d'expérience. On peut imaginer qu'il fera également le boulot. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire que c'est une équipe qui est normalement est taillée pour la Ligue 1. Je nuancerai tout à l'heure, justement avec quelques joueurs qui me font un petit peu peur, dans cette équipe, mais à part ça, les raisons d'être optimiste, je sais que tu en as d'autres, je vais te laisser moi les dire et puis je rebondirai si tu veux. bah, je sais que la première, elle ne fait pas l'unanimité, mais je trouve que le mercato brestois, pour l'instant, il est plutôt bon. Alors, il doit être fini, il y a quelques postes à combler, il y a aussi quelques joueurs à sortir. Un mercato, c'est pas que des arrivées, c'est aussi des départs et je trouve que pour l'instant, bah, on récupère un gardien qui, sur sa première face à Nottingham, s'est montré rassurant et Brest a besoin d'un gardien rassurant. On apporte du sang neuf. Vraiment, c'était absolument nécessaire dans une équipe qui, évidemment, a été marquée par le décès de son entraîneur, dans une équipe dont beaucoup de joueurs ont connu la Ligue des champions, ont peut-être du mal à descendre, dans une équipe qui compte plus de 10 joueurs en fin de contrat. Donc on apporte du sang neuf, c'est très bien. On l'apporte en plus dans des postes où il y aura quand même de la concurrence. Ils n'arrivent pas sur des postes vides et ils vont arriver les mains dans les poches. C'est du sang neuf, c'est des gens qui vont devoir se battre pour avoir leur place et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est des joueurs qui ont la dalle et ça, c'est très bien dans une équipe qui, en fin de saison, me semblait un peu amorphe et subir sa fin de saison. C'est super. Je trouve que sur le papier, on a fait les choses comme il faut. C'est pas pour autant que ça marchera, mais je trouve que le diagnostic fait a été le bon et que les premières réponses apportées sont logiques et cohérentes. Tu vois, l'exemple, c'est Joseph Nongué. On sait qu'il a beaucoup de soucis, extrasportifs dans sa jeune carrière jusqu'ici. On sait aussi que c'est un joueur qui a du talent. Si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, moi, j'irai pas, reprocher au staff de l'avoir tenté. Je suis d'accord avec toi. Après pour le mercato, pour dire qu'aujourd'hui il semble bon, en fait, c'est vrai qu'il a l'air plutôt cohérent. On a identifié des postes à renforcer, le poste de gardien de but notamment. Je sais que le Stade brestois enfin, on sait que le Stade brestois est à la recherche notamment également d'un latéral droit. Mais avant de dire que c'est un mercato réussi, tu as évoqué effectivement les départs. C'est aussi garder les joueurs qui, pour moi, sont indispensables et parmi les joueurs indispensables, je pense à Ludovic Ajorc. Si Ludovic Ajorc venait à partir, là, en revanche, j'aurais assez peu d'espoir sur, il serait probablement remplacé, hein, mais on sait à quel point il est important. Pour moi, c'est un petit peu la question des quoi, 12, 13 prochains jours avant la clôture du mercato, c'est est-ce qu'on va être en mesure de garder à la fois Ludovic Ajorc et Raphaël Le Guen à 2 postes très importants. En plus, avec la blessure de Brendan Chardonnay pour une longue durée, en tout cas une durée assez importante. Il faut absolument conserver ces 2 joueurs qui feront, balancer, enfin, pencher pardon le mercato du bon ou du mauvais côté à mes yeux.
Je comprends la peur. Maintenant, je me dis que s'il devait partir, on saurait le remplacer, on trouverait la manière de le remplacer. Par contre, c'est sûr qu'il faut pas que tout le monde parte. Et là, il y a d'autres joueurs, hein, qui sont annoncés sur le départ. Il y a les rumeurs autour de Shota, autour de Magnetti, autour de Del Castillo, donc d'Ajor, de Le Guen. Je pense qu'au maximum, tu peux t'autoriser 2 départs sur tout cela d'ici la fin de l'été, mais même d'ici la fin de saison. Il y aura un mercato hivernal aussi. Donc effectivement, là, aussi bien dans 12 jours, il faudra qu'on jette cette première partie, d'épisode. On espère que non et peut-être que dans 12 jours, on aura aussi d'autres belles surprises puisque Brest cherche également, il me semble, un ailier gauche et peut-être la volonté d'avoir un nouveau milieu de terrain. C'est la même logique de 109, c'est la même logique d'avoir des joueurs qui ont la dalle et en plus d'avoir un effectif qui est assez large. Potentiellement, si tu rajoutes 3-4 joueurs, ça va, tu n'as pas trop à craindre d'être à poil toute la saison au quotidien. Alors, effectif assez large, mais on est quand même l'équipe après Angers qui a le moins de joueurs quand même dans son effectif. Lyon en a 33 par exemple, c'est le club le plus doté, alors 33 joueurs, c'est beaucoup trop. Mais Angers 21, Brest 22 et après on monte à Lorient 23, Troyes 24, à Toulouse 25, Le Havre 26. Je pense qu'il faut encore que cet effectif soit complété par, alors et forcément il y aura besoin notamment de gardiens de but, mais par, tu l'as dit, hein, au moins un offensif supplémentaire, un ailier et potentiellement milieu de terrain, mais aujourd'hui, là, le mercredi 19 août, je trouve qu'on est un poil juste, moi, un poil juste. Ouais, mais si au 31 août, on est 25 joueurs, Ça me va. c'est très bien, je trouve. Voilà, c'était sur mon premier point, raison d'être optimiste. Le deuxième point, qui pour le coup n'est pas tout à fait dans les mains de Brest, c'est le calendrier. Je trouve que le calendrier, vous l'avez peut-être sous les yeux, vous pouvez le trouver un peu partout sur internet, sur le site du stade. Et ben, il a le mérite de nous donner le destin entre nos mains. Il y a 2 points que je distingue. Le premier, c'est le sprint final quand même. On termine avec un sprint final où on va quasiment jouer que des rivaux. Journée 30, on va se déplacer à Troyes. A priori, ça jouera le maintien. Journée 31, on reçoit Auxerre. Journée 32, on reçoit Le Havre. Donc 2 réceptions consécutives face à des équipes qui joueront le maintien en même temps que nous. Journée 33, on se déplace à Angers. Quand même un déplacement où on n'est pas trop mauvais. Alors on gagne pas tout le temps, enfin, c'est assez équilibré, je veux dire. Quand je vais à Angers, je me dis pas: «On va perdre» Tu as plus de et chances de gagner à Angers qu'au Parc des Princes, c'est sûr. voilà et on termine la journée 34 contre Lens. Alors, bien sûr, Lens, normalement, c'est bien meilleur que nous. Ils auront peut-être des objectifs en fin de saison, mais il y a une petite magie autour de Brest-Lens. Depuis des années et des années, même des décennies, même en Ligue 2, c'était un peu les matchs où tout basculait. Donc je me dis que cette fin de saison, elle est quand même taillée pour une équipe qui assume. On aura notre destin entre nos pieds. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je suis assez positif là-dessus. Certains répondront qu'à l'inverse, on a quand même des séquences de calendrier un peu dures. Je crois que c'est le mois de l'enchaînement janvier-février où vraiment on se coltine toutes les pires équipes. Et mon deuxième point, là, j'ai un peu plus étudié, un peu plus regardé, c'est que globalement, on joue toutes les équipes européennes au bon moment. Le PSG, on les joue le 13 septembre. Le 8-9-10, c'est la reprise de la Ligue des Champions. Lille, on les joue le 17 octobre. Le 15 octobre, ils ont un match d'Europa League. Lyon, on les joue le 7. Alors, Lille, ils jouent la Ligue des Champions, non? Ou je dis une La Ligue des Champions, je veux dire, la Ligue des Champions, ouais. excuse-moi. Lyon, on les joue le 7. S'ils se qualifient, ils ont Europa League le 3 et le 4. Rennes, on les joue le 5. Europa League le 10. Bon, là, c'est peut-être un peu plus diffus. Lens, on les joue le 23 janvier. Ils ont Ligue des Champions le 19-20, pour ce qui devrait être l'avant-dernière journée de Ligue des Champions, donc quelque chose d'assez important. Et ainsi de suite, en fait. Lille, on les joue le 13 mars. Si Lille est en huitième de finale, bah, ici, on les joue pile entre le match aller et le match retour. Je trouve que c'est un luxe parce qu'on sait qu'il y aura au moins une ou 2 équipes dans ce lot-là qui sera obligée de faire tourner. La seule équipe qui, a priori européenne, ne nous affronte pas au bon moment pour nous, c'est Marseille. Le calendrier, c'est vrai que c'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté et on est dépendant du calendrier plus que de l'inverse. Mais tu as raison, c'est important. Tous les ans, on voit effectivement des équipes, notamment qui sont concernées par la coupe d'Europe et on l'a vu nous-mêmes lorsqu'on était concernés par la coupe d'Europe qu'il arrivait qu'avant un match, par exemple, souvent avant les matchs plutôt qu'après d'ailleurs, heu, on passe à côté. On se souvient du match à Montpellier, on se souvient du match à Auxerre, le fameux match à Auxerre avant d'aller à Salzbourg. Donc ce sont des raisons effectivement, légitimes et concrètes, d'espérer en tout cas, de pouvoir faire, des petits exploits par-ci par-là et on sait très bien que sur une saison où ça va être extrêmement difficile et probablement extrêmement serré, comme tu as dit, je vois pas Brest être complètement largué comme un Metz, il y a quelque temps.
Bah, chaque petit point qui peut être gratté à Rennes, contre Lyon, face à Lille, ce sont des points en fin de saison qui vont compter. Brest sait hausser son niveau de jeu aussi, notamment à Francis Deblé, c'est important, hein, dans les raisons d'être optimiste. Je pense que les matchs à domicile dans un stade Francis Leblay dont on connaît un petit peu parfois la magie ou le charme en tout cas, heu, peuvent aider les Brestois à gagner des points très importants. Voilà, ça je suis d'accord avec ton analyse là-dessus et sur les joueurs qui ont faim, qui ont la dalle, qui sont revanchards, je suis aussi d'accord avec toi et c'est très important d'en ajouter d'autres parce que et on l'a beaucoup vu notamment lors du match contre, Venise et alors moi j'ai pas vu le match de Nottingham, mais tu me diras si je me trompe, c'est ce que tu avais l'air de dire que lorsqu'on prend un but ou 2, on a tendance à abandonner un petit peu vite, à baisser un petit peu vite les bras. On sait que le Stade Brestois qui se maintient, souvent, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien et ça passera à la fois par la qualité de football, mais aussi et beaucoup, je pense, par l'état d'esprit et là-dessus, je suis un peu, je dirais pas inquiet, mais je regarde ce qui se passe et je pense qu'on pourrait avoir un état d'esprit un petit peu plus combatif. Oui, c'est un de mes principaux points de pessimisme, je dirai juste après. Peut-être un dernier point que dans le positif, je sais que Quentin l'aurait fait s'il était là, c'est que bon, OK, c'est peut-être pas fameux Brest, mais il y a beaucoup d'équipes autour, c'est pas fameux non plus, hein. On regarde les prépas des différents concurrents en maintien, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont l'air d'être prêtes. Il n'y a pas énormément d'équipes qui ont l'air de faire un très bon mercato. Enfin et OK, je trouve qu'on n'a pas fait une bonne prépa, même pas du tout, mais on est loin d'être les seuls. Le mercato, tu as raison, le mercato de Ligue 1 est relativement particulier cette année. J'ai l'impression qu'on est dans une Ligue 1 qui est encore plus que jamais à 2 vitesses, voire à 3 vitesses avec la vitesse PSG qui lui, bon, peut recruter, un petit peu qui il veut, quand il veut. Après, tu as quelques clubs qui font beaucoup de ventes, c'est le cas de Strasbourg. Regardez le mercato strasbourgeois, c'est, assez lunaire, je trouve, ce qu'ils sont en train de nous faire. Et à côté de ça, tu as beaucoup de clubs qui ne peuvent quasiment rien faire, qui ont une marge de manœuvre très petite et je lisais effectivement les commentaires des uns et des autres, des supporters de certains clubs qui sont aussi, heu, pessimistes ou en tout cas qui sont assez circonspects comme nous sur le recrutement. J'ai vu notamment, les supporters, niçois, alors maintenant ils ont signé à Vitzeliar donc ça allait un peu mieux, mais les Lorientais, les Auxerrois aussi parfois se dire: «Mince, qu'est-ce qu'on va pouvoir aligner? Qu'est-ce qu'on va pouvoir recruter?» Même si Auxerre, je trouve, a une équipe et un collectif qui est plutôt intéressant encore une fois cette année. Les Marseillais, évidemment, avec Grégory Lorenzi, hein. 0 recrue le 19 août, bravo à lui. Non, mais c'est sûr et puis, allez, c'est peut-être un peu de l'ego, peut-être que je le surcote, mais tu regardes avant la première journée l'effectif, par exemple, du Mans qu'on va jouer, il y a pas grand monde que j'ai envie de voir, à Brest pour les qualités individuelles, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura plein de révélations dans la saison, mais sur le papier, tu l'as dit, on a une équipe solide, c'est pas le cas de toutes les équipes qu'on va avoir à la lutte pour le maintien. Maintenant, la différence, c'est peut-être l'état d'esprit et sauf si tu as d'autres points positifs à ajouter, on va peut-être faire la transition sur les points un peu plus négatifs, plus pessimistes. Alors, sur les points positifs, non, non, déjà j'ai dû un peu raquer pour en trouver, on peut passer au pessimiste si tu veux. Et oui, là, on arrive dans ta nature plus Ah! profonde, plus naturelle. Là, on a des On choses à dire. commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la prépa qu'on vient de voir finalement? Bah, on peut parce que ça se permet de surfer sur l'actualité, ouais, si tu veux, on peut commencer par ça. Écoute, les prépas, faut pas en tirer de conclusion, tout ça, mais je trouve qu'il est possible d'en tirer des indications. La première, ça reste les résultats. Brest n'a gagné qu'un match contre Saint-Brieuc. C'est un peu dommage parce qu'on a quand même joué des équipes qui étaient largement à notre portée. Tu penses à Concarneau, tu penses à Al Wakrah. Finalement, Venise, sur ce qu'on a vu, c'était loin d'être fabuleux. Il y a que Nottingham qui était au-dessus de nous et même assez largement au-dessus de nous. Paradoxalement, ça a peut-être été notre moins mauvais match. Donc voilà, allez, on rajoute un petit positif. On n'a pas été complètement mauvais contre Nottingham. Mais au-delà des résultats, enfin, moi j'ai regardé tous les amicaux, c'est juste le contenu qui me terrifie un peu. On n'a maîtrisé aucune rencontre, on a même été largement dominé par quasiment tout le monde, même Concarneau, hein, en deuxième mi-temps, ils nous mettent la misère et plus inquiétant encore, en fait, à la fin du match contre Nottingham, je me suis posé, je me suis dit: «C'est quoi la différence entre le Brest qui a démarré contre Concarneau et le Brest qui a fini contre Nottingham?» J'en vois pas. J'ai du mal à voir à quoi a servi cette prépa. Où est-ce qu'on a fait des progrès? Collectivement, individuellement, j'en ai pas vu. Quel est le plan de jeu? Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place? Je sais pas. Là, à la fin des matchs de prépa, à 3 jours de la reprise du championnat, je n'ai aucune idée de ce qu'on voudra faire sur cette saison. J'ai aucune idée de la manière dont on va se présenter contre Le Mans.
quels seront les schémas préférentiels qu'on va vouloir mettre en avant, qu'est-ce qu'on doit blinder le plus. Je n'ai littéralement aucune idée de ce que Brest veut faire. C'est quand même C'est vrai. problématique. C'est vrai que les premiers matchs, de prépa ont été particulièrement, inquiétants. Alors, beaucoup disent: «On peut pas tirer d'enseignement d'une préparation» et cetera. Je suis pas tout à fait d'accord. Quand on voit sans cesse se répéter les mêmes problèmes, les mêmes mots et les mêmes erreurs qui amènent aux mêmes conséquences, c'est-à-dire une équipe qui prend beaucoup de buts, une équipe qui lorsqu'elle encaisse un but n'est pas capable de revenir dans un match ou très rarement. Pour moi, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut s'interroger. Hem Le match contre Venise au stade, m'a beaucoup inquiété. Alors, on ne peut pas se baser uniquement sur un seul match, mais Venise est un promu italien qui a certes plus d'argent que nous, mais pendant longtemps, dans longue période du match, on a été baladé par cette équipe, italienne. Contre Nottingham, j'ai vu quelques extraits, j'ai pas tout vu comme je disais précédemment et tu en parles mieux que moi, mais visiblement, bah, on aurait pu jouer peut-être pendant des heures sans être capable de changer la donne. La seule victoire contre Saint-Brieuc, elle est quand même plutôt tirée par les cheveux aussi. Je suis d'accord, il y a pas eu d'évolution tactique, pas eu d'évolution non plus individuelle, même si peut-être un Bradley Loco que j'ai trouvé un petit peu mieux. On a vu quand même des choses aussi intéressantes chez Axel Camblans, mais si Axel Camblans, c'est ton, meilleur joueur offensivement, peut-être que ça peut aussi interroger sur la qualité de ton effectif devant. J'ai peur qu'on vive une saison un peu galère parce que aussi tactiquement, on soit un peu perdu. On sait pas trop quoi faire et j'ai vraiment pas envie moi de retrouver, cette équipe un peu brestoise, un peu coupée en 2 qui subit beaucoup et qui s'en remet uniquement, bah, à Ludovic Ajorc et de temps en temps à un Kamori Doumbia qui lorsqu'il est en forme, et motivé, bah, nous fait un truc sympa. J'aimerais bien que cette équipe elle ait plus de cordes à son arc, en fait. C'est-à-dire qu'on attaque par les côtés, qu'on frappe de loin, ce genre de choses et on le voit jamais. On voit pas une équipe qui tente et ça m'embête beaucoup. Mmh. Ouais, je trouve aussi qu'on a, une équipe qui enfin, même les joueurs ont l'air un peu perdus. Tu vois, au milieu de terrain, tu as l'impression que des fois ça se marche dessus, on sait pas trop quoi faire du ballon, on sait pas trop où aller. C'est très surprenant et c'est d'autant plus surprenant qu'on a gardé le même système de jeu que la saison passée. On a gardé le même staff que la saison passée, évidemment en dehors d'Eric Roy, mais je trouve ça enfin vraiment très surprenant. On a l'impression d'être perdu alors qu'on est dans la continuité et surtout la continuité de quoi? On rappelle qu'on a quand même fini la saison avec, je ne sais combien de matchs sans gagner. Voilà, la dynamique, elle est vraiment pas bonne depuis la fin de saison et la prépa confirme cette mauvaise dynamique. C'est peut-être aussi, un point d'inquiétude que certains font monter. Je disais le calendrier est positif, il y a quand même un risque, c'est que le calendrier, en début de saison, en fait, on va surtout jouer des adversaires directs. On commence au Mans, j'ai plus les dates en tête, mais je sais qu'on joue très rapidement peut-être Le Havre ou Angers, des choses comme ça. Si tu Ça. n'es vraiment pas prêt, tu peux prendre un sacré coup dans la tête et te retrouver, lanterne rouge après 3 4 journées et avoir beaucoup de mal à décoller. Donc je comprends les inquiétudes sur le calendrier aussi. Moi, je reste persuadé que le sprint final est plus important, mais c'est sûr que enfin, typiquement, tu démarres au Mans, tu prends une raclée et surtout tu es ridicule. C'est dur, hein, mentalement, c'est très dur. Surtout que j'ai l'impression que cette équipe n'a pas besoin de grand chose pour plonger, en fait et on sait qu'elle est déjà très fragile. Par, bien des raisons et certaines sont tout à fait, légitimes. Mais si tu perds au Mans et que tu enchaînes avec ensuite, donc il y a Toulouse en journée 2 une défaite à domicile contre Toulouse, puis après tu ne vas pas gagner au Havre, je crois que c'est Le Havre en J3. C'est clair que ça peut être très long et très compliqué pour les joueurs. À l'inverse, si tu reviens du Mans avec un contenu qui est plutôt encourageant, un point voire 3 si, la chance nous sourit, bah, c'est vrai que tu lances ta saison en battant un adversaire direct, en prenant le dessus, psychologiquement sur lui et puis tu lances ton année de la meilleure des manières. C'est Quentin qui en parlait l'autre jour. La saison où on termine 3e, alors je dis bien sûr pas qu'on va terminer 3e cette année, mais on balance alors qu'on est mené 2-0. Rien ne nous dit que si on avait perdu ce match contre Lens, on aurait fait la même saison derrière. Donc effectivement, le tout début de saison est très important. Les 5 premiers matchs avant la trêve internationale sont cruciaux pour, ils vont en tout cas vont déterminer la suite de notre saison et un petit peu les objectifs qui devraient être les nôtres. À titre personnel, je pense que je préfère repartir du Mans avec un seul point, mais une prestation aboutie et une idée de ce qu'on veut faire qu'avec, une victoire à l'arraché sur le tiers du match. Le contenu cette année, alors j'ai dit tout à l'heure que c'était quelque chose que j'attendais, mais avant toute chose, ça va quand même être moi le fait de prendre des points parce que, je dans ma vision des choses, le jeu viendra
si, avec pour une équipe libérée, si tu vois ce que je veux dire. Si on arrive à faire des bons résultats au Mans, d'aller, je sais pas, gratter un point au Havre et de battre Toulouse, je dis n'importe quoi, mais même en étant un peu moins bon, je pense que les joueurs vont se libérer, vont prendre conscience parce que concrètement, là, il y a vraiment, les joueurs, certains, ils jouent avec la peur. Quand tu vois comme milieu de terrain, les mecs sont pas capables de te faire une passe en une touche de balle, qui a deux, trois contrôles avant de repasser constamment par l'arrière. Je suis bien persuadé que ces joueurs techniquement valent mieux que ça. Des Chotard, des Magnetti, des Camori Doumbia sont beaucoup plus à l'aise que ce qu'ils nous ont montré récemment. Donc une équipe qui, a des points, qui est plutôt, sereine au classement, va tenter, va progresser. En revanche, ça peut être l'effet inverse si tu perds tes premiers matchs. Là, par contre, on risque de voir des choses qui, sur le terrain, pourraient, paraître assez rudimentaires et j'ai pas envie de voir ça, quoi. Marrant, on a un peu 2 visions opposées. Toi, si je caricature, tu considères que les points amèneront potentiellement le jeu. Moi, Ouais, j'ai c'est ça. l'approche plutôt inverse, peut-être idéaliste, de dire que c'est le jeu qui apportera les points. Dans cette mêlée, immense, là, avec toutes les équipes qui vont jouer le maintien, parce qu'on va quand même un sacré paquet, je trouve qu'on a quand même l'effectif pour jouer et pour se retrouver une confiance là-dessus. C'est aussi peut-être une sorte de, je ne veux pas dire de trauma, mais marqué par la fin de saison où certes on n'a pas gagné, mais surtout on n'a rien produit, rien proposé et je trouve qu'il faut repartir de ça. Des matchs frustrants qu'on ne gagne pas, mais où on domine, on en a besoin. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas connu. J'avais un autre point plus général, et je dézoome, je ne vais même pas parler de l'équipe, c'est plus parler de l'atmosphère un peu autour du club. Club Stade Brestois. Alors, bien sûr, il y a eu le décès d'Éric Roy. C'est encore un peu difficile d'en parler et je fais le choix de ne pas en parler ici. Mais même avant son décès, finalement, sur les dernières semaines, derniers mois, on ressent qu'il y a quand même un discours hyper négatif, hyper fataliste autour du Stade brestois et nous les premiers, moi le premier. Pourtant, voilà, pour ceux qui nous écoutent depuis, bah, maintenant 8 ans, je pense pas être la personne pessimiste de la bande, c'est plutôt franche. Et C'est pourtant moi. aujourd'hui, j'ai, peine à me dire qu'on va faire une bonne saison et je crois que personne ne l'a dit. Je n'ai entendu personne dire: «Tiens, on peut faire une bonne saison». Je n'ai entendu aucun supporter le dire, je n'ai entendu aucun joueur, je n'ai pas entendu le staff, j'ai pas entendu les dirigeants. Les seules communications qu'on a, c'est des choses très négatives en disant que bon, financièrement, c'est la galère, sportivement, c'est la galère, donc on va vivre une saison galère et puis si on descend et ben, on était prévenu parce que c'est une saison galère. C'est waouh, c'est un discours super négatif qui conditionne totalement l'équipe et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça conditionne l'équipe, ça conditionne aussi les gens quand ils vont au stade. Enfin, même à Francis Lobé, la fin de saison dernière, je l'ai trouvé quand même très morose, hein, presque je m'en foutiste à certains égards et c'est pas comme ça que tu génères un peu une union sacrée s'il y en a besoin. C'est quand même quelque chose qui me pose énormément de problèmes. J'espère qu'on arrivera à changer ça. Maintenant qui peut changer ça? Qui peut invoquer, réaliser cette union sacrée aujourd'hui? Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Pour moi, il y avait que Éric Roy qui y arrivait l'an dernier, quoique de moins en moins. Cette saison, qui peut le faire? Mais ça fait que, bah, il y a plus vraiment de pilote, en tout cas de visage du projet et c'est dur d'embarquer les gens comme ça. Tu leur vends juste un discours déprimant depuis X années, depuis 2 ans en fait, depuis la Ligue des champions, en leur disant que ton seul objectif raisonnable, c'est le maintien et que finalement descendre, bah, écoute, ça serait dans l'ordre des choses parce qu'économiquement, tu n'es pas en forme et tout. C'est dur, hein. C'est franchement dur. C'est vrai que la question de l'incarnation du projet, elle se pose. Et peut-être que, on s l'année dernière évidemment, ben et depuis plusieurs saisons, on sait très bien que le projet était, parfaitement incarné par Eric Roy qui prenait sur ses épaules avec, bah, tout le courage qui a été le sien, à la fois les réussites mais aussi les échecs et on avait toujours la on lisait toujours de toute façon à droite et à gauche, même quand ça n'allait pas, bah, Eric Roy est capable de nous faire des miracles ou Eric Roy est capable de, nous sortir encore une fois d'une situation et force est de constater que, bah, finalement Eric Roy, en vrai, ce n'est quand on prend le bilan global, ce n'est que de la réussite, que ce soit lorsqu'on a voulu atteindre un maintien ou encore plus la Ligue des champions et même lorsqu'il se qualifie en Ligue des champions, il a réussi à faire cette équipe, une équipe qui a un petit peu déjoué tous les pronostics. Ensuite, il a fait des saisons tout à fait correctes, sans qu'on ne tremble jamais et c'est maintenant qu'il n'est plus là qu'on voit à quel point, bah, c'était précieux parce que
Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens déjà qui commencent et j'en ai parlé, hein, sur les réseaux, mais qui commencent à déjà remettre en cause Julien Lachuer, à le critiquer et cetera. Le pauvre Lachuer, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en 5 matchs de préparation? Il hérite d'une équipe qui n'a quasiment pas bougé. Il était déjà là avant, donc globalement, on imagine qu'il va pas non plus, révolutionner ce qui se passait au club. Voilà, moi je pense que, il récupère aussi une équipe qui est traumatisée comme lui. Lui-même était l'adjoint d'Éric Roy, donc forcément, il a été particulièrement touché. Je pense qu'au contraire, il faut être derrière lui et juste avant que je te laisse la parole, Yann, peut-être que c'est aux joueurs maintenant de prendre, et d'incarner, cette force collective. C'est peut-être à eux d'emmener tout le monde, plus que le coach, parce que Julien Lachuer, naturellement, n'a pas tout de suite le charisme d'un Éric Roy, il n'a pas la même expérience et on ne peut pas lui demander la même chose. Mais des Magnéty, des Ajorc, peut-être que des Chardonnay, c'est aussi à eux de monter au créneau, de parler dans les médias un petit peu plus et de dire ce que, en tout cas, demander peut-être aux gens d'être derrière eux ou dire qu'ils vont se battre. Et là, j'ai un peu l'impression, comme tu as dit, que, bah, tout le monde a la tête baissée quand on rentre sur le terrain, regarde ses chaussures et attend, simplement que l'adversaire ouvre le score. Et tout le monde fait la gueule. Alors, Ouais, c'est ça. je vais pas faire du délit de sale gueule, mais en plus, aujourd'hui, on n'a pas grand monde qui apparaît sympathique dans la presse, qui apparaît sympathique au micro de beIN, enfin de beIN, de Ligue 1+, enfin, toutes les quelques personnes qui s'expriment, quand elles parlent, c'est waouh, c'est le visage bien fermé, c'est un discours rarement positif. C'est dur d'embarquer des gens comme ça, c'est très dur. Alors OK, on me dira: «Oui, c'est un peu l'ADN brestois et tout». C'est quand même dur, tu ne leur proposes même pas de la sympathie. C'est vraiment dommage et c'est d'autant plus dommage que tu ne leur proposes pas grand-chose d'autre, en fait. Tu vois, pour moi, le post Ligue des champions, on a raté quelque chose parce qu'on s'est dit, en fait: voilà, on a connu la Ligue des champions, on fera jamais mieux. Maintenant, c'est retour à la normale jusqu'à ce qu'on descende, jusqu'à ce qu'on construise un stade et il y a jamais eu de proposition alternative. Il y a jamais eu l'idée de dire: «OK, bah, on n'arrivera pas de nouveau avec des champions, mais on peut faire autre chose que le maintien. On peut essayer de se poser dans le milieu de tableau. On peut essayer de porter un projet qui a une identité de jeu bien réelle. On peut essayer de lancer un projet typique dans la construction de l'effectif». Tu vois? Toulouse qui a lancé un projet, avec beaucoup de joueurs étrangers. Là, on commence tout juste à lancer un projet sur la formation, mais on le justifie par des contraintes économiques. Enfin, c'est encore une fois, même sur un truc qui est très positif, on arrive à arrimer quelque chose de super négatif d'emblée. Et waouh, c'est voilà, je crois que c'est la troisième fois que je le dis déjà, hein, dans cette séquence-là, mais c'est dur. C'est dur et c'est d'autant plus dur aussi pour des joueurs qui, eux, l'ont vécu de l'intérieur. Tu vois, on le dit, souvent, Kenny Lala, c'est très compliqué en ce moment, Romain Del Castillo aussi, mais il faut se mettre à leur place. Les mecs, ils ont connu la Ligue des champions, ils ont connu Eric Roy, ils voient le décès et on leur demande de continuer au quotidien avec la même implication, le même niveau, alors qu'ils observent assez objectivement que l'effectif est de plus en plus réduit, qu'on prend voilà, qu'ils ont perdu un peu tous leurs copains qui sont partis au fur et à mesure, Malick Camara, Psaris Melou. Ah moi, je comprends que ce soit compliqué pour eux aussi. Bah, s'ils veulent partir, c'est peut-être le moment et c'était peut-être même déjà le moment l'été dernier, en vérité. Je trouve que le renouvellement qui a été entamé par la direction cet été, il aurait dû être entamé l'été dernier. Oui, à plus d'un titre, parce que notamment quand on voit que beaucoup de joueurs sont en fin de contrat en 2027, on voit clairement un manque d'anticipation, dès la saison dernière, que ce soit dans le renouvellement ou alors dans les joueurs à laisser partir. On sait que certains étaient déjà sollicités, les portes ont été fermées. Je suis d'avis, moi, qu'on ne garde pas quelqu'un contre son gré, dans une équipe de foot. Heu, je pense notamment à Romain Del Castillo, s'il a envie de partir, par rapport à tout ce qu'il a fait à Brest, je pense que ce serait le bon moment peut-être de se serrer la main, de lui dire merci, de lui souhaiter, bah, le meilleur dans un de vos projets et tu arrives à le remplacer par quelqu'un qui va apporter sa fraîcheur. L'intersaison brestoise est tout à fait particulière par les événements du mois de juin et plus que jamais, il faut du sang frais. On sait que le staff est resté le même, que ce sont les adjoints d'Éric Roy qui ont pris la suite. Si en plus tu continues avec 90 des mêmes joueurs, il y a un monde où ça se passe pas trop bien. Donc le fait de régénérer, de donner vraiment de l'oxygène à ce groupe avec des recrues. Alors les jeunes, c'est bien gentil, mais c'est pas suffisant. Moi, j'aurais recruté encore au moins 2 3 joueurs, quitte à ce que ce soit peut-être un peu trop et qu'il y a un manque d'automatisme au début de saison, mais c'est pas grave. Sur le long terme, ce sera payant. Et je trouve que le diagnostic, il a été fait par la nouvelle direction sportive. En tout cas, le profil des recrues qu'on voit jusqu'ici, moi, il me laisse penser qu'ils ont bien saisi le problème, qu'ils ont bien tiré les enseignements de la prépa aussi, hein. Mine de rien, le fait de faire partir Grégoire Coudert, de lui mettre un vrai numéro 1 alors qu'a priori, il avait été plus ou moins garanti qu'il serait titulaire.
Bah, c'est aussi, positif finalement de voir un club qui en a peut-être marre de subir sa saison et qui veut être acteur, veut essayer de faire des choses, de changer des choses et on espère le voir très rapidement dans l'ensemble de la saison, dans l'ensemble du club, Moi, y compris les supporters. je suis d'accord avec toi sur l'idée de que cette nouvelle direction sportive, ne reste pas les bras croisés. Et les années passées, c'était un petit peu la sensation que ça donnait, avec, l'attente, on en rigolait presque à la fin que notre mercato commençait le 31 août, avec, un amoncellement de prêts qui venaient un petit peu à droite et à gauche et que l'équipe ensuite était construite à partir de ça. Alors c'est sûr que ça nous a bien aidé parfois, hein, que certains joueurs nous rejoignent en prêt, l'année dernière notamment, mais on sentait que il y avait pas une vision particulièrement long terme des choses. Là, de recruter déjà beaucoup plus tôt des joueurs qui sont libres, des joueurs qui résilient, des joueurs qu'on paye très peu, ça me donne l'idée qu'il y a une vision un petit peu plus intéressante derrière, qu'on ne fait pas simplement de l'empilement de joueurs pour passer une année supplémentaire, mais qu'on essaye de construire quelque chose avec, tu l'as dit, hein, des joueurs revanchards. Si la mayonnaise prend, ça peut être intéressant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas leur reprocher d'avoir tenté. Tout comme on ne pourra pas ne vous reprocher à vous ou à nous d'avoir fait nos prédictions. Nos prédictions, voilà, un peu à la con probablement. Non, je m'attends quand même aussi sur les tu me posais la question au début de podcast sur les attentes. Je suis curieux de voir un petit peu, la, l'affluence au stade cette année, l'ambiance. Également, on a vu un stade Francis Deblé qui se vidait petit à petit l'année dernière. On a vécu et nous les premiers, hein, quand on parlait tout à l'heure des joueurs qui avaient vécu avec des champions, c'était dur pour eux de s'y remettre. Ah, pour les supporters qui ont vécu la Ligue des champions, certains ont probablement peut-être aussi du mal maintenant à simplement, voir une équipe qui joue moins bien et qui joue le maintien. Je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que le stade, va continuer à attirer autant? Est-ce que l'ambiance sera toujours, bah, ce sera pas glauque non plus à la reprise. C'est plein d'interrogations que j'ai autour de. Oui, surtout que là aussi, les premiers signaux sont pas hyper positifs. Je crois que la campagne d'abonnement, de réabonnement, ça a pas été un grand succès, hein, on sent beaucoup de gens qui sont mais c'est pareil tous les ans, donc en vrai, c'est pas une leçon, mais beaucoup de gens qui disent: «Tiens, j'hésite, est-ce que j'irai? Est-ce que j'irai pas?» et au final, ils y vont, on le sait. Voilà et on annonce quand même près de 500 personnes au parkage au Mans, c'est assez considérable, espérons que rapidement l'équipe permette d'entretenir cette flamme et surtout de la relancer parce qu'en fin de saison dernière, ça commençait à se vider. Faut aussi être objectif là-dessus. Après, je trouve que enfin, la lassitude, c'est un sentiment qui est assez humain aussi, je pense et heu, on a besoin peut-être de ces moments un petit peu plus de creux pour ensuite rebondir et retrouver la flamme. Espérons que ça revienne avec, bah, ces nouveaux joueurs, ces recrues et puis, une équipe qui on peut aussi tabler peut-être sur l'idée d'une équipe qui va vouloir tout donner cette année en l'hommage de son coach, hein, qui malheureusement, ne sera plus sur le banc cette année, mais qui vivra certainement par contre dans la tête et dans le cœur de tous ces joueurs et de tous les supporters. Donc peut-être que ça peut être aussi un supplément d'âme. Mais on a vu l'année dernière notamment, c'est toutes les situations sont difficilement comparables bien entendu, mais qu'à Liverpool, ça avait été une saison un peu galère et beaucoup, évoquer aussi le décès de Diogo Jota pour l'expliquer. Donc après, voilà, on sait très bien que il faudra pas non plus, je pense, être trop sévère. Cette année, certains vont dire, hein, voilà, je l'ai lu sur internet, le décès d'Eric Roy ne doit pas être une excuse, c'est sûr, ça peut pas être une excuse, mais en même temps, il est là, on n'est pas à la place des joueurs, on n'est pas à la place du staff. C'est très facile de notre place sur un canapé de dire: «Bah, ils ont qu'à faire ça, ils ont qu'à mieux jouer». Il faudra également être assez, je dirais pas enfin, ouais, assez bienveillant, je pense, malgré tout avec ces joueurs, avec cette équipe qui a montré qu'on pouvait quand même lui faire confiance et qui nous a montré des belles choses. Je pense qu'il faudra pas être trop dur. Oui, sans tomber dans l'excès inverse non plus, de tout Non, non, c'est ça. tolérer, de tout accepter. Il y a quand même un standard minimum qu'on connaît à vrai depuis un certain paquet d'années, même en Ligue 2. C'est tout bête, hein, mais c'est pas pour rien que les stars, les divas à Brest, ça n'a jamais marché. Il y a quand même un standard d'engagement et d'envie minimum qui est nécessaire et là, tout de suite, aujourd'hui, 19 août, je suis pas certain que tout l'effectif l'ait, ce standard-là. Il y a quand même un point d'interrogation, surtout si, comme on s'apprête à le dire, Brest connaît une saison galère et démarrons peut-être les prédictions là-dessus. Première prédiction, quel sera le classement final du Stade Brestois et globalement, comment se déroulera la saison, franche selon toi? Alors sur le classement final, on s'est pas concerté parce qu'on a fait ça chacun de notre côté avant de faire l'émission, mais on a le même. Ah bon, j'ai spoilé un petit peu le tien, désolé, hein, mais je table moi sur une place de barragiste. Je veux bien imaginer 2 équipes moins fortes que nous.
mais j'ai du mal à en imaginer plus. Comment la saison va se passer? J'ai un petit peu peur qu'on commence correctement, mais qu'ensuite ça devienne très, très dur au cœur de l'hiver et tu as parlé du mois de janvier notamment et qu'on commence vraiment véritablement à sombrer, quitte à arriver en grande difficulté, avant les quelques matchs et les confrontations directes de la fin de saison. Au cours desquels on pourrait accrocher cette place de barragiste. Ce serait le meilleur scénario possible si jamais on devait être barragiste, ce serait plutôt celui-là, c'est-à-dire de finir un peu fort contre des équipes de notre niveau pour aborder le barrage justement contre l'équipe de Ligue 2, plutôt qu'avoir de l'avance et sombrer face à ces équipes qui sont de notre niveau pour arriver en barrage en ayant, le trouillomètre à zéro et aucune confiance. Je crois que c'est un petit peu la même chose que tu vois toi, mais voilà, j'ai peur de voir une équipe de Brest complètement dépassée par les grosses équipes et essayer de lutter tant bien que mal contre les équipes de son niveau. C'était sensiblement la même chose, quand même une différence fondamentale, c'est que moi, je vois Brest lanterne rouge 80 de la saison, en fait. Je pense qu'on va très mal démarrer, qu'on va essayer de se remettre petit à petit au fur et à mesure. Il y aura ce mois de janvier, février qui sera peut-être pas aussi cata que le calendrier nous l'annonce et on arrivera sur ce mois de mai où on va remonter tout le monde. Voilà, je pense qu'on sera pas largué, on sera pas 15 points derrière tout le monde, mais début mai, pour moi, on sera lanterne rouge et en fait, on le sera depuis au moins la trêve. Et c'est pour ça que je disais qu'il ça va être intéressant de voir comment on arrive à mobiliser notamment l'union sacrée, le public. Comment tu fais pour garder une certaine âme alors que tu es la tête au fond du trou? Voilà, c'est mon pronostic, il est pas très positif. L'avantage, c'est que je ne peux qu'être agréablement surpris, a priori. On peut En enchaîner ensuite avec les cas individuels si tu veux, Ouais, notamment, ce qui évidemment nous intéresse nous, on va parler des choses plutôt là qui positives, c'est-à-dire le meilleur joueur, le meilleur buteur et le meilleur passeur avant de passer à nos prédictions libres. Alors meilleur joueur, on n'a pas le même. Yann, toi tu es parti sur, un joueur que l'on va découvrir. tout à fait, je suis parti sur le gardien, Egil Selvik, qui m'a fait une très bonne impression contre Nottingham et qui surtout m'a l'air totalement imperméable à cette pression, à ce contexte un peu négatif. Donc je pense qu'Egil Selvik, ça sera un gardien qui peut-être prendra beaucoup de buts, mais qui nous maintiendra en vie dans beaucoup de matchs et notamment dans les matchs très importants de la fin de saison. Typiquement, c'est lui qui peut nous faire gagner 2, 3 sur les 5 derniers matchs. Donc pour moi, ce sera Egil Selvik. J'en ai choisi un autre, alors on en parle beaucoup et je me dis que si on en parle autant, c'est que c'est certainement un bon joueur et que c'est la saison dans laquelle il doit se révéler. S'il est encore là, au 1er septembre, pour moi, le meilleur joueur de la saison, en tout cas le joueur qu'on va retenir, ce sera Raphaël Le Guen. Je l'ai vu jouer l'année dernière, comme tout le monde. Yann, on était au Parc des Princes lors de ce match où il est vraiment très bon. Je me dis qu'il prend confiance. J'ai l'impression, notamment pour l'avoir vu à l'entraînement, que c'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux, extrêmement impliqué et très volontaire et avec vraiment cette envie de réussir, de progresser, de devenir un joueur professionnel à part entière et dans une équipe qui va subir, dans une équipe qui va être en difficulté, il aura l'occasion de se montrer. Alors évidemment, il est très jeune, il fera des erreurs, mais je le vois bien exploser cette année. C'est marrant, au début, quand tu as donné ta description, je me disais: «Mais il va nous sortir Axel Camblin, qu'est-ce que ça sent?» Voilà, non. Non, non, non. Non, 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 je reste quand même, relativement, crédible, on va dire. Axel Camblin ne sera pas non plus ton meilleur buteur? Axel Cambrellan ne sera pas non plus mon meilleur buteur, tout à fait, parce que et pourtant je lui souhaite le meilleur, hein, mais j'ai à mes yeux un joueur qui, apporte aujourd'hui plus de garanties qu'Axel Cambrellan. C'est un autre joueur qui connaît un petit peu la Ligue 1, il s'appelle Ludovic Ajorc. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais pour moi c'est un joueur de qualité. Non, mais plus sérieusement, voilà, Ajorc aujourd'hui me paraît, incontournable. Encore une fois, cette, preview peut être remise en cause si jamais il venait à quitter le club, mais je vois pas qui d'autre que Ludovic Ajorc pourrait, terminé meilleur buteur du Stade Brestois cette saison, même si peut-être que tu vas me surprendre, Yann. Eh bien, moi, je vois quelqu'un d'autre et pour ceux qui suivent les épisodes depuis longtemps, ils savent que c'est un peu ma petite marotte. Je crois en Mama Baldé. S'il ne se blesse pas, je pense que Mama Baldé peut marquer un bon petit paquet de buts, 7, 8, peut-être une dizaine. Il l'a déjà fait dans les saisons précédentes quand il était dans des clubs un peu en galère, comme Troyes. Et bah, potentiellement, on peut vivre une saison galère avec un Mama Baldé qui, s'il ne se blesse pas, peut apporter sa verticalité, peut vite revenir en confiance. Voilà, j'ai déjà fait le pari, l'an dernier et je crois que c'est une semaine après, il s'est blessé pour 3 mois. J'espère que cette fois, je lui porterai un peu plus chance, mais ce sera mon meilleur buteur aussi parce que je pense que Ludovic Ajorc marquera moins cette saison. Ce sera toujours aussi précieux, mais moins buteur. J'espère que tu enfin, en soi, non, j'espère pas que tu as raison, parce que si c'est Baldé le meilleur buteur, j'ai peur que notre meilleur buteur soit à 4 buts, quoi. Ouais, mais s'il en met 25, tu fais quoi?
Ah ouais, s'il en met 25, oui, bah, oui, oui, si ma maman dit: «Mais 25 buts», je sais pas ce que je fais, mais oui, oui, effectivement, on sera pas loin du titre, hein. C'est impossible. C'est bien possible. Meilleur passeur, compliqué celui-là, hein. Compliqué, ouais, compliqué parce que j'aurais bien voulu mettre Romain Del Castillo, mais c'est plus le Romain Del Castillo de l'époque. Ensuite, on n'a pas énormément de joueurs qui sont des joueurs avec le ballon, qui sont à l'aise à l'approche du but. Souvent, on marque sur, bah, soit des coups de pied arrêtés, soit, oui, des parfois quelques exploits individuels. Mais je vais quand même rester, bah, sur une valeur j'allais dire valeur sûre, mais même pas, mais en tout cas, un joueur qui a déjà prouvé, c'est Kamori Doumbia. Kamori Doumbia qui, par son jeu, sa technique, dans son jeu dans les petits espaces, peut, dans les 20-25-30 derniers mètres adverses, trouver des décalages, trouver des partenaires dans de bonnes conditions pour frapper. Mais, je vois pas d'autres pareil là que Doumbia pour être meilleur passeur de l'équipe. Moi, j'ai pas mis de nom, j'ai mis une fonction, je pense, assez étrangement et j'ai pas vraiment d'argument rationnel, qu'on va beaucoup marquer sur coup de pied arrêté. Soit Bah, corner, coup franc, je peux te donner un argument si tu veux. Raphaël c'est Le Guen, Hugo Lloris, Raphaël Le Guen, Gauthier Lloris, Ludovic Ajorc, on est sur des joueurs qui frôlent les 2 mètres, ça peut être des arguments. ouais, c'est peut-être ça. Mais jusqu'ici, enfin, ça fait un petit bout de temps, hein, qu'on marque plus sur coup de pied arrêté. La saison, pas la dernière, mais celle d'avant, on était très fort. Je pense que ça reviendra. Donc celui qui tirera les coups de pied arrêtés, ça peut être une recrue, ça peut être Del Castillo, ça peut être Chotard, on verra. Je pense que ce sera notre meilleur passeur et qu'on mine de rien, on mettra quelques corners cruciaux pour la saison, Ah oui, le corner, qui nous donne la victoire contre Auxerre à la 32e journée, là, il va faire du bien. notamment. Notamment. Et on termine sur, voilà, le bordel habituel. Prédiction libre. Ouais, j'en ai 2, j'en ai 2. Si jamais j'en trouve une troisième, je le dirai, mais j'en ai 2, dont une à laquelle je ne crois pas du tout, mais du coup, ça fait 1,5. Bon, bah, commençons par celle que tu dis, sous la contrainte, hein, disons-le. Je ne dis pas sous la contrainte, mais je la dis plutôt sous forme peut-être de prière, d'invocation, de signes indiens à vaincre. Cette année, le Stade brestois passera le cap des quarts de finale en Coupe de France. Alors je n'y crois pas du tout parce que c'est pas du tout cohérent par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment sur une équipe qui était moribonde et avec un moral un peu dans les chaussettes, alors qu'on sait que la Coupe de France, ça se joue d'abord et surtout dans la tête. Mais je me dis: «Allez, cette année, on a tellement vécu, des moments difficiles», et j'y ai pensé en fait l'autre jour, alors pour être tout à fait transparent, j'y pensais en courant, il y a quoi? Il y a 2 jours, c'était le 17 août, c'était les deux mois du décès d'Éric Roy et je pensais à lui et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui pourrait être beau finalement pour, bah, pas lui rendre hommage, mais pour, comme signe?» Et je me suis dit: «Bah, peut-être un titre en Coupe de France, ce serait lui qui tenait beaucoup à cette coupe et qui n'a pas eu de succès dedans avec Brest. Ce serait peut-être un moyen de bon, de quelque part de lui envoyer un signe». Bon, on sait très bien que la Coupe de France à 90, elle est pour le PSG, mais avec un peu de chance au tirage, une ou 2 situations qui se tournent en notre faveur, pourquoi pas avoir une petite épopée? Et ce serait très, très chouette parce que, je pense que la coupe serait un merveilleux moyen pour, que l'équipe prenne confiance et pour que les gens se reconnaissent en elle et bon, quart de finale minimum, élimination Oui. à Avranches en 32e, on sait bien comment ça va se passer. OK. Bon, bah, moi, je vais un peu casser le moral parce que ma première prédiction, c'est que cette saison, le Stade brestois perdra au moins un match par au moins 5 buts d'écart. Peut-être contre le PSG, peut-être contre notre équipe, peut-être contre plusieurs équipes, mais je pense qu'on a toujours des gros soucis défensifs, malheureusement. Ça commence bien tes prédictions. Ouais, ouais, bah, attends, ouais, ça va Et crescendo, après hein. c'est moi le pessimiste de la bande. Moi, je parle d'un titre en Coupe de France et toi, tu m'annonces qu'on va prendre des tôles tous les week-ends. Bah, c'est très bien, c'est Eh très bah, bien. très bien. Je peux te répondre avec quelque chose qui, pour certains, relève de l'irrationnel. Ma deuxième prédiction, c'est Mmh. que le but du maintien, ou en tout cas celui qui nous amène en barrage, sera marqué par Sera Patty inscrit Mboup. par putain, je croyais que tu allais me sortir Richard Saucrier, quoi. D'accord, Pathé Mboup, très bien. Voilà, on n'en a pas parlé, je trouve qu'il a fait une bonne prépa et qui lui, il a du caractère. Je parlais des mecs qui ont la dalle, qui ont quelque chose à apporter, c'est son cas. J'ai envie de croire que Patty Mboup, sur la fin de saison, c'est peut-être lui qui peut un peu porter l'attaque brestoise. En tout cas, concrètement, c'est effectivement un joueur qui lâche rien. Il a énormément de lacunes, je trouve, m mais effectivement,
si quelqu'un doit avoir ou si on doit trouver chez quelqu'un des axes de progression, c'est chez lui que j'irai aussi, tu as raison. Voilà, c'était ma deuxième prédiction. Ta deuxième. Alors, celle-là est moins fun, c'est que je pense que Brest ne gagnera aucun match cette saison. Voilà, Mmh. fin de l'épisode. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour Brest en Ligue 2. Non, Brest ne gagnera aucun aucun match cette saison après avoir été mené au score. Pourquoi? Parce que, bah, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, une équipe qui, lorsqu'elle est menée, a tendance à baisser les bras. Alors peut-être qu'on va réussir à égaliser, mais être mené 1-0 puis faire 1-1, 2-1, je le vois pas. Alors que c'était quelque chose qu'on faisait avec l'année 2023-2024 où on l'a fait plusieurs fois. Là, j'ai beaucoup plus de mal à l'imaginer. Tu vois, par exemple, si on est mené à Rennes 2-0 après 9 minutes comme il y a 2 ans, je pense pas qu'on gagne 5-4. Je pense qu'on perd 6-0, tu vois? Ah, j'espère quand même que ça changera et ça sera mine de rien un indicateur sur la capacité de l'équipe à se mobiliser. Tout à fait. Et j'ai trouvé une Écoute, autre prédiction que je donnerai en dernier, vas-y. très bien. Moi, c'est une dernière prédiction, presque un vœu pieux, mais je pense que Brest fera un bon mercato hivernal, tant dans les entrées que dans les sorties. Le mercato hivernal, c'était pas trop notre truc, hein, ces dernières saisons à Brest. Là, tu me dis mercato hivernal, je ne pense qu'à une seule chose, c'est l'arrivée de Jean Lucas. C'est bon, Youssef Belaïli peut-être? et Youssef Bellaïli, c'est vrai. Qui Mais oublie ce space de légende qui avait accueilli la moitié de l'Algérie et qui nous avait été, enfin complètement fou, complètement fou. oui, oui, ça, Bellaïli, c'est Ronaldinho en x10 ou un truc comme ça qui nous avait été dit. Et ben là, non, ce sera Toute proportion gardée, c'est Ronaldinho. toute promotion gardée. C'est exceptionnel. Mais là, non, je pense que ce sera rationnel, ça sera efficace, ça ciblera bien les manques parce qu'il y en aura. Et je pense que Brest fera un bon mercato hivernal. Peut-être un petit prêt, parce qu'on l'a pas dit, mais pas un seul prêt au 19 août, quoi. Très bien. Ma dernière prédiction, c'est que, c'est peut-être un vœu aussi quelque part parce que je pense que enfin, j'aimerais bien qu'il réussisse. C'est que, je pense que, Julien Lacheur va bien endosser en fait le rôle de costume d'entraîneur principal et qui va, lui aussi se mettre au niveau et il remplacera jamais Eric Roy parce que Eric Roy, il sera pas remplaçable, mais il va, et je sais ce que tu vas me répondre, mais il va endosser ce costume et je suis persuadé que tu vas me faire une remarque sur sa tenue, mais vas-y, je t'écoute. C'est exactement ça. J'espère qu'il mettra un costume, parce qu'honnêtement, contre Nottingham, ça devrait pas, c'est pas important, c'est nul, hein. Mais la dégaine qu'il avait, on dirait le joueur de pétanque. C'est enfin, c'est la prépa, c'est normal, on s'en fout. Mais c'est bien d'avoir un mec qui avait un peu de prestance, tu vois? Eric Roy, c'était quand même un entraîneur qui s'habillait très bien. C'est tout bête, mais un petit costume Célio, c'est facile, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Donc Julien, si tu nous écoutes, fais-nous vibrer, fais-nous vibrer. Moi moi, je m'en fous, s'il nous fait vibrer même en jogging, avec un t-shirt percé, c'est pas grave. Mais en tout cas, je lui souhaite vraiment de parce que c'est et on en parle vite fait, mais juste un mot, c'est vraiment pas facile et je le connais pas Julien Lafleur, j'ai rien à gagner à dire ça, mais c'est vraiment pas facile, de prendre la place d'Éric Roy, de s'asseoir à sa place sur le banc à Francis Deblé. C'est courageux parce qu'il pourrait très bien dire: «Bah, je préfère commencer, ailleurs et puis, pas, souffrir de la comparaison en permanence», parce que c'est ce qui risque d'arriver si malheureusement ça se passe mal. Mais voilà, le courage qu'il a de prendre le banc dans ces situations, dans ce contexte, me donne envie de lui souhaiter uniquement, le meilleur. Après plus de 20 ans au Stade Brestois en plus, enfin, je veux dire, son Ouais, voilà attachement est indiscutable. et exactement, son attachement est indiscutable et pourtant on parle plus de Bourgis ou de Grougy, tu vois? Qui ont, alors Bourgis, ça fait plus longtemps qu'il est là, mais Grougy, ça fait moins longtemps. Julien Lacheur, on a eu tendance presque, je suis bien persuadé que certains même ont oublié, alors pas dans les plus âgés, mais dans les plus jeunes, que Julien Lacheur était un ancien joueur du Stade brestois, heu, qu'il a été gardien de but. Je me souviens notamment d'un match de coupe de France contre Amiens où il est titulaire et on gagne. Je sais pas pourquoi ce match m'avait marqué, j'étais au stade et voilà, c'est peut-être son heure et on a vu des coachs, hein, qui, «profitaient» entre guillemets, j'aime pas ce terme pour le coup, mais qui profitaient de circonstances parfois exceptionnelles ou de coups du sort pour arriver sur un banc. Notamment, bah, c'était le cas de Pierre Sage, hein. Alors s'il a une carrière à la Pierre Sage, c'est formidable, mais certains coachs un peu sortent pas qui sortent un peu du sérail, qui arrivent à s'imposer donc et je suis bien persuadé que le rôle de Julien Lacheur était important dans les années précédentes aussi auprès d'Éric Roy. J'espère qu'il va parvenir à voilà, comme je disais tout à l'heure, à remplir le costume, Célio ou pas, comme tu veux, mais d'entraîneur principal. On lui souhaite et de toute façon, premiers éléments de réponse ce samedi au Mans, 20h45 et voilà, la grande aventure de la Ligue 1, ça continue et ça continue aussi sur Brest
Ouais, et j'ai une question avant qu'on enchaîne et qu'on termine, Yann. C'est, donc on a tous les 2 pronostiqué une 16e place et barragiste. Je ne sais pas si on sait ce que Quentin avait dit, je crois pas. Mais du coup, il faut qu'on se positionne. À ton avis, est-ce que le 19 août 2027, on fera une preview Ligue 1 ou une preview Ligue 2? Bah, si on fait une preview Ligue 2 le 19 août, c'est un peu gênant parce que la saison sera Ah démarrée oui. dans 3 semaines. Bon, tu compris tu compris l'idée. C'est très dur à dire, je connais trop peu de la Ligue 2 pour savoir qui ira au bout des barrages. J'ai vu une prédiction d'un mec sur le Discord qui me plaît beaucoup, je crois que c'est Maquier, à vérifier, qui dit qu'on jouera Guingamp en barrage et qu'on les tapera en barrage. Et Je pour suis ça, il faut pas que si Guingamp arrive en barrage. Voilà, ça me paraît assez improbable, mais bon allez, j'ai quand même envie de dire que l'expérience et l'ADN brestois fait qu'un match de barrage, on saura le prendre. Et Donc l'avantage de jouer Guingamp, c'est qu'on joue à domicile et à l'extérieur et ça, c'est formidable. tout Parce à fait. Non qu'aujourd'hui, mais c'est un peu mais honnêtement, en dehors de Saint-Étienne, je pense qu'on passe et pour moi, je Saint-Étienne finira pense premier cette saison, donc ouais, c'est la ça, saison prochaine, Brest sera en Ligue 1. Voilà. C'est dit, c'est c'est lâché. ça. Bon, bah, écoute, parfait, pas besoin de faire de podcast cette année, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Exactement, sauf si toi, tu as un avis différent, hein. Non, moi, je pense également que le Stade brestois sera aussi en Ligue 1 l'année prochaine parce qu'il y a encore, je pense, trop de qualité dans cet effectif et évidemment, bah, si on perd Ajorc, notamment, d'ici là, ça peut changer mais voilà, quand tu as une équipe avec un Ajorc, un milieu de terrain Magnéty, Doumbia, Chotard, des défenseurs, notamment Raphaël Le Guen, alors qui promet beaucoup, Brennan Chardonnay, Gauthier Lloris et Guy Selvic dans les buts, qui a prouvé notamment à Watford qu'il était un gardien fiable. Ça donne quand même quelques certitudes, sachant qu'à côté de ça, tu as des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Tu as parlé des Mama Baldé, on a des Lucas Touzard, Kenny Ala, Bradley Loko. Je demande pas qu'on joue même la 10e place, mais pour vous laisser deux trois équipes derrière, j'ai envie de croire que c'est possible. J'ai envie d'y croire. Et bah, c'est peut-être ça le plus important, réussir à donner l'envie. On espère que ce sera le but de la saison. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si on vous a donné envie de suivre cette saison brestoise, quels sont un peu vos pronostics, que ce soit individuel, que ce soit collectif. Bref, tous vos commentaires sont les bienvenus. Tout à fait. Franche, merci beaucoup. On se Merci. retrouve après la reprise de la Ligue 1. Tout à fait. Bon match à toi, parce qu'il me semble que tu seras du côté du stade Marie-Marvin, samedi 20h45, avec Quentin et d'autres huluberlus que je salue, qui se reconnaîtront. Revenez avec des 3 points, ce serait une très bonne idée pour ce début de saison. Parfait. On espère t'entendre. Franche, merci d'avoir été là. Kenavo Ciao et à et la allez prochaine. Brest.